Moi, j'ai pas mis le cœur sur les feuilles. L'autre question qu'il y a derrière, qui connaît Hitachi? J'ai dit de nom, hein, je ne suis pas dans le détail de ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, mais la marque Hitachi. Merci beaucoup. Donc là, la session qu'on va vous proposer, si vous êtes inscrit, si vous avez vu la thématique, c'est un peu vous parler de ce qu'on fait autour de la durabilité, de la data, et un peu tout ça, entre guillemets, dans une session à peu près 45 minutes. Puis qu'on va prendre des questions, bien sûr, si vous avez des questions. Et puis pour ça, je suis accompagné... Thierry, je te laisse te présenter, du coup. Non, mais il faut... Non, faut... Ah, il faudrait essayer, vas-y Thierry, réessaye, normalement c'est bon. Je réessaye. Thierry Clouvier, j'ai en charge le groupe Hitachi que nous allons Merci. Donc moi, j'ai l'occasion plutôt de parler de l'infrastructure. Pour les gens qui ont connu Hitachi Data System, ça s'appelait Hitachi Vantara. Donc on est autour de la data dans le sens stockage de la donnée ou création de la donnée. Et donc j'ai la chance d'être la direction technique de l'équipe France et l'équipe Benelux pour Hitachi Vantara. Et puis le sujet de sustainability, c'est un petit peu dans l'ADN de la société. Et si pour ceux qui n'ont pas vu celle de l'année dernière, je vous propose d'aller sur YouTube. Je fais un peu de promotion sur les Tech for Climate de l'année dernière. Où on a beaucoup balayé un peu le périmètre de jeu et un peu l'ADN de l'entreprise. Puis comme vous le savez tous, Hitachi, c'est une société japonaise. Donc le siège social est au Japon. Hitachi Vantara, c'est une société américaine qui dépend d'Hitachi Limited. Donc le headquarter est à Santa Clara. Et Hitachi Energy est à Zurich. Voilà, le dispatch. Donc juste, pas pour faire de promotion, mais c'est pour vous donner la taille du groupe. C'est pour ça que je posais la question du qui connaissait Hitachi. Parce qu'on fait beaucoup de produits sur différents sujets, dans différentes activités. Et c'est vrai que des fois, ces conglomérats japonais peuvent être un peu compliqués à lire. En fait, il y a un point important, on est une très vieille entreprise. Donc on a plus de 110 ans d'existence. Et on va dire le cœur du réacteur de l'entreprise, c'est le secteur de l'énergie. Donc il y a 110 ans, la création d'Hitachi est basée sur la création d'énergie pour le Japon. Et donc je reviens un peu teasing de celle de l'année dernière. Le Japon, on a une contrainte, c'est une île. Donc quand on crée l'énergie sur une île, on ne peut pas grandir de manière exponentielle sans contrôler tout ça. Donc on est un grand groupe, effectivement, comme tout groupe japonais qui est divisé par plusieurs entités, j'en reviendrai juste après. Et il y a un point important, c'est ce lien entre l'OT et IT, puisqu'on en parle beaucoup actuellement, c'est comment on fait un lien sur un vertical industriel et on le fait transiter vers le social de l'IT. Ça fait 60 ans qu'on travaille autour du monde de l'IT, à la base dans les environnements plutôt mainframe, donc plutôt système propriétaire, et après on l'a fait évoluer pour l'ensemble des systèmes open, afin d'arriver à avoir un groupe qui est capable d'adresser des verticaux et entre guillemets des aspects digitaux sur le traitement de la data. Point à ajouter. Le découpage, je vous disais, c'est un conglomérat. Donc, toujours la question du Hitachi. En fait, il y a Hitachi, quelque chose derrière. Hitachi Limited, c'est la maison mère. Hitachi Vantara, c'est la partie IT. Hitachi Energy, c'est la partie énergie. Les Hitachi Rail, c'est la partie transport. Si je suis un peu rapide, je ne vais pas vous faire tout l'affront de voir. On a à peu près 2500 personnes en France qui travaillent pour Hitachi dans différentes divisions. Et en fait, on a un découpage de la société qui est un peu assez classique. Vous voyez des secteurs d'activité sur la partie digitale, mobilité, connectivité, énergie. Tous ces secteurs couvrent un certain nombre de revenus. Et l'objectif, c'est de travailler de concert tous ensemble. C'est pour ça que le premier slide que vous avez vu, c'est One Hitachi. C'est comment travailler ensemble pour fournir des solutions qui sont plus efficientes pour l'ensemble de nos clients et l'ensemble de nos partenaires. Donc voilà le découpage assez classique. Tous les ans, de toute façon, les reporting, le rapport est aussi disponible. À toi, Léonard. Dans le domaine de l'énergie, en fait, Laurent disait, on a commencé par garage. Aujourd'hui, c'est un groupe qui est dans les activités d'énergie qui sont présentes partout dans le monde. C'est les anciens ABB. Voilà, cette activité, les activités ont cédé il y a des années, 3-4 ans, par Hitachi à l'époque. Ils faisaient 50% de son activité au Japon. Il était temps de globaliser son activité et d'investir davantage les marchés européens. Et également le monde de l'énergie dans lequel il n'est pas présent par au Japon. Et donc, vraiment une ouverture qui a eu lieu avec des voilà. Sujet non. Le problème, c'est qu'on est partout. C'est plus important. Et juste après, c'est le dernier slide après sur les entreprises. Donc, raté. Oui, et donc nous sommes présents sur l'ensemble en fait, de la chaîne de valeur. On n'est pas dans la data, on est dans ce qui permet à la data d'être collectée, avec
et de sécuriser ensemble qui vont permettre l'énergie pour ajouter, par exemple, on est dans la génération d'énergie à travers de l'éolien, nucléaire, et donc la chaîne de transmission d'énergie. Et on est dans les cas d'usage, entre autres de données, mais pas que, également présent dans la mobilité avec le rail. Et voilà, je disais le dernier slide sur la partie entreprise. Donc, Vantara, Feu Hitachi Data System, pour les gens qui connaissent de manière plus ancienne, voilà, on est une société qui est pareil au niveau international, qui est vraiment disponible sur tous les continents, avec une forte image, mais c'est la même image qu'on peut avoir, c'est la force du groupe Hitachi, c'est des produits plutôt de qualité, hein. Clairement, c'est qu'un groupe japonais, quand il sort un produit, le produit est efficace et fonctionner sans aucun problème. On n'est pas dans une méthode, et c'est pas de critique d'un méthode américain, on fait, entre guillemets, on propose des choses et après on fait tout de suite. Sinon, on fait c'est plutôt une approche qui est assez classique pour un groupe japonais. Et je ne reviendrai pas sur le reste, parce que l'objectif, ce n'est pas de vous présenter la société, mais c'est d'arriver au fait. Alors, pourquoi la data? Alors, on en a partout, hein, vous en avez tous sur vous. Je ne sais pas si vous savez, entre guillemets, l'orientation de la création de data dans les années à venir. Je vais vous donner un chiffre qui est donné par IDC, ce n'est pas par moi. 463 exaoctets de données par jour en 2025, on va créer 10 puissance 18 par jour. Ça fait un peu peur. Alors, pourquoi? Parce qu'on génère de plus en plus de données pour faire quoi? Pour créer de la valeur. Ou en tout cas pour essayer d'en faire de la valeur. Et les grands centres, entre guillemets, de l'innovation, c'est la partie data center. On sait que ça représente à peu près 4% de l'énergie consommée dans le monde. C'est en croissance puisque les fournisseurs veulent de plus en plus de proximité d'énergie près des data centers pour fournir des nouveaux cas d'usage. Le cas d'usage, vous entendez tous parler, je pense que vous verrez dans des sessions, c'est l'intelligence artificielle. Parce qu'il n'y a pas un sujet où on n'en parle pas. Donc il faut absolument parler. Et ces générateurs de consommation d'énergie et de CO2. Il faut trouver un moyen technique pour y arriver. On va en parler après des smart cities. On a la chance en France d'avoir des équipements, enfin des villes qui sont équipées de ce type-là pour mesurer l'activité par exemple, des transports des personnes dans les bus et pour voir les pics d'activité, pour contrôler l'activité des bus qui sont électriques et recharger ça de manière correcte. Typiquement des cas d'usage qu'on a en France déjà et qu'on pratique au sein du groupe Hitachi. Donc ça c'est plutôt intéressant de voir ça, c'est assez pragmatique et factuel. Et les secteurs santé, c'est un secteur qui est en pleine croissance pour la simple bonne raison, c'est que les nouvelles technologies vont permettre d'être plus efficaces dans l'analyse des traitements ou l'analyse de l'identification des problèmes. Donc on va fournir ce type de cas d'usage pour accélérer tout ça. Je ne parlais pas trop de la mobilité, on en parlera juste après. Et puis tout ça, il faut le rendre, on va dire, plus durable. En tout cas, le contrôler au mieux, c'est-à-dire être capable de créer une chaîne de bout en bout qui vont permettre de mesurer ces KPI et d'être le plus efficace possible. Petite question dans la salle, qui a fait son CSRD? Qui est responsable des RSE? Vous avez trop vite. Une personne? Ok. C'est un sujet qui vous parle tous à première vue. Merci. Et après, c'est le niveau de maturité. C'est en fait où vous en êtes dans cette étape. Il y a de plus en plus de sociétés qui parlent, donc on fait le scope 1, scope 2, et qui sont en train de travailler sur le scope 3, qui prend un temps certain. Je m'arrêterai là, pour ne pas dire oh là, mais néanmoins, c'est quand même des sujets sur lesquels maintenant vous avez une forme d'obligation, et ce n'est pas juste pour faire du marketing, c'est de manière concrète de mesurer cette efficacité ou cette consommation carbone. Donc les grands cas d'usage que vous voyez sur cette partie investissement et évolution de tout ça, vous voyez quelques images de ce type-là, hein, c'est sur nos projets actuels sur lesquels on travaille pour développer ce type de nouveaux use cases. Alors oui, l'avenir sera drivé par la data. Alors il y en a qui disent que c'est l'or noir, vous va y aller tout doucement, hein, parce que l'or noir et durabilité, pas waouh quoi. Néanmoins, ouais, je sais, mais si vous lisez des journalistes de toute raison, ce que vous verrez ces termes-là, c'est le nouvel or noir de la décennie ou de la. Oui, non, mais je parle de manière générale et même les analystes font attention à cet usage. Mais tout est basé sur la data, parce qu'effectivement, quand on va essayer de développer, concevoir, apporter une nouvelle approche, quelque chose d'un peu disruptif, on va se baser sur ces données-là. Alors bien sûr, l'objectif, c'est que si ces données sont de bonne qualité, c'est le point clé. Hein. Vous prenez des bonnes décisions avec des bons éléments. Si c'est une multitude de données réparties qui ne sont pas identifiées, pas de qualité, redondantes, tout ce que vous voulez, vous prenez des décisions basées sur des données qui sont pas sûres. Il ne faut pas dire autre chose. Donc tout ça, c'est basé dessus, et c'est vrai qu'un des objectifs qu'on a au sein du groupe, du fait qu'effectivement, je le disais en introduction, on fait de l'OT et de l'IT, c'est prendre les inputs qui viennent du monde de l'OT,
effectivement en faire quelque chose qui est, alors j'aime pas les termes en anglais, mais relevant, c'est-à-dire viable, utilisable, et pour vous, pas pour nous, pour vous, et qui permet de l'intégrer dans une chaîne, entre guillemets, dans un pipeline, et arriver avec ce résultat qui correspond à vos attentes, en tout cas, qui permet de vous prendre des décisions viables. C'est pour ça qu'on dit que le monde sera drivé par la data, parce qu'aujourd'hui, on n'en a jamais autant créé, et c'est pour ça qu'elle est de bonne qualité. Mais honnêtement, il faut la traiter de manière correcte, pour en tout cas prendre les décisions adéquates sur différents secteurs d'activité. Oui. Enfin, en fait, tous les gens qui ne sont pas des data companies soucient sur l'innovation, parce qu'aujourd'hui, c'est le principal sens, parce que tout équipement génère de la data, quel que soit l'usage que vous en ferez, on en parlera un peu après dans les présentations. Voilà, je vous disais ce cas-là, mais ça date de début d'année, hein, les 463 exadata de données là, par jour. En fait, alors 180, 200 états. Juste, ce qui est plutôt impressionnant et inquiétant dans notre monde, et surtout sur ce journée qui est le Move for Climate, c'est qu'il va bien falloir le stocker. Et où, et comment, et pourquoi, et est-ce qu'il y a des notions de conservation en durée très longue? On parlait du secteur de l'énergie, des secteurs nucléaires, on est obligé de stocker la data pendant un certain temps parce que c'est contractuel. Si vous stockez, je sais pas, un état de données pendant 30 ans, et que vous allez recréer de la donnée par-dessus, ce chiffre va grossir. Donc, comment vous pouvez le sécuriser, comment vous pouvez garantir qu'il soit viable? Enfin, il y a beaucoup de sujets sur ces aspects-là. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est la croissance donc, de la partie IoT et le vecteur le plus clé, je le disais en introduction, si vous avez encore des doutes, c'est ce sujet-là, puisque c'est ce sujet qui fait créer de la data, ou qui fait corréler de la data. Prenez ça comme vous voulez. Parce qu'en général, on vous dit que dans l'AI, il ne faut pas faire de silos. Parce que si vous dites silos, ça ne sert à rien. Il faut plutôt avoir un lac de données, et puis derrière, vous allez piocher la data et faire ce qu'il faut sur la data. Donc, c'est important. Et un autre point, ce qui est plutôt alors bien, parce que globalement, si on fait des data centers verts, c'est la croissance du footprint sur les data centers pour alimenter cette chaîne qui est juste au-dessus et dit précédemment. Alors, juste sur cette partie-là, c'est pour ça que je dis que globalement, vous peut-être ne connaissez pas trop sur ces aspects-là, mais en fait, on a beaucoup travaillé sur comment améliorer tous ces cycles qui vont permettre de réduire cette empreinte CO2, mais qui ont un impact direct sur les utilisateurs. Je vais juste faire 2 zooms et après, je vais passer la main à Thierry. Je vais faire 2 zooms, c'est sur le premier qui s'appelle HMAX. En fait, c'est à nouveau pas de la promotion, c'est pour dire ce qu'on fait dans un axe de durabilité. C'est par exemple comment faire dans une chaîne de transport qui est le train, éviter que le train s'arrête, et donc qu'il y a un impact sur les utilisateurs, et éviter que le train soit arrêté trop longtemps, parce que c'est un impact automatiquement sur la consommation de CO2, pour rendre le service au mieux possible et anticiper au maximum les arrêts. Donc par exemple, dans une chaîne de transport, vous avez plusieurs trains, il y a le train. Alors, ça tombe bien, si vous ne savez pas, chez Hitachi, on fabrique des trains. Pour ceux qui s'arrêtent. Si vous prenez le train de Lyon en Italie, vous verrez marqué Hitachi. Pour ceux qui n'ont jamais. Donc on est constructeur de train et on construit le train en Europe. C'est une particularité. Et sur ce train-là, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on mesure effectivement l'état de santé par l'IoT de la chaîne complète du transport, qui est le train en lui-même, mais on va jusqu'à analyser les lignes qui fournissent l'énergie au train, transport, pour faire la chaîne complète de maintenance et de création sur ces modèles-là, afin d'éviter justement tout retard, tout impact, tout ce qui peut perturber l'utilisateur. Et en parallèle, comme on fournit de la data, donner aussi les données qui permettent de mesurer le CO2 de l'ensemble du transport. Quand vous bookez un train par un système, vous allez dire ce train consomme X% de CO2. On peut vous le garantir. C'est pas qu'un chiffre, une valeur peut-être assez intéressante pour tout le monde. Le deuxième point, c'est plutôt une approche qui est sur la partie globale, qui s'appelle, je ne vais pas faire tous les cas, vous inquiétez pas, ce serait trop long. Sur la partie IQ, on parlait de qualité de la donnée. La qualité de donnée dans le cadre des AI, c'est faire des modélisations qui vont permettre de rapatrier l'information sur plusieurs entités. Je vais vous donner un exemple le plus concret. Dans un data center, vous avez une multitude qui va de l'alimentation du bâtiment, avec Thierry, le refroidissement, les racks, les équipements dans les racks et la consommation de l'usage total de l'ensemble de la chaîne. On fournit une solution complète software qui va permettre de piloter toutes ces KPI-là dans un seul portail. C'est souvent un problème, souvent quelque chose qui est assez compliqué. Petite question, qui utilise les hyperscalers en fournisseur de services IT? Enfin, AWS, Azure, GCP. 2. Donc vous avez tout on-premise ou non, mais je dis pour les autres, excusez-moi, qui utilisaient. Bon, on en reparlera. Il n'y a pas de souci.
Mais c'est quand même un métrique qu'on vous demande d'avoir, c'est quand vous utilisez une ressource qui est la data, comment faire que vous avez un métrique qui vous permet de mesurer l'impact et l'évolution de cet impact. Et à chaque changement, est-ce que l'impact que vous faites est bénéfique pour l'ensemble de la chaîne de fabrication ou pas? Ça, c'est plutôt des choses intéressantes. Le futur data center doit être juste durable, ça c'est obligatoire, pour fournir effectivement ces métriques-là qui sont clés en main, entre guillemets, quand vous posez des assets. Comment on fait une chaîne de valeur? En fait, alors c'est pour ça que je reviens dessus. On a un avantage par rapport à plein d'autres entités, entre guillemets, c'est qu'on a une multitude d'entités qui nous permettent d'avoir un point important, c'est ces sujets-là. Du fait qu'on est un industriel à la base. Il faut l'oublier, on a plus de 110 ans et à la base, c'est l'industrie, notre secteur d'activité. Donc on a une parfaite connaissance des types de données générées, créées par ce type de verticaux. Alors, vous en voyez deux, il y en a d'autres. Hein. Je cite deux parce qu'en l'occurrence, on fait l'événement à deux. Il y a d'autres sujets et c'est grâce à ça qu'on va être capable de définir quel est l'enjeu ou la valeur de la data pour ces entreprises-là. Quand un client qui est spécialisé dans le secteur énergie, dans le transport ou dans d'autres activités, je ne citerai pas, on sait ce que c'est, on sait ce que ça veut dire. Donc on peut l'aider plus facilement, lui donner des bons cas d'usage ou des bons retours d'expérience. Et ce qu'on dit, faire des quick wins, c'est ne pas faire des dossiers qui ne vont pas aboutir. Ça génère beaucoup de choses pour un résultat relativement pauvre. C'est quand même assez intéressant. Et pour ça, en fait, on a une usine, pas une usine dans le terme générique, qui va permettre de, basé sur ça, vous apporter une valeur sur ces secteurs verticaux. Donc il va investiguer avec vous quelles sont les bonnes données, les bons cas d'usage qui vont permettre réellement d'avoir valeur pour vos entreprises. Donc c'est vraiment du conseil spécifique, c'est pour ça qu'on a une approche assez stratégique sur la partie durabilité. C'est d'être capable de revenir avec un retour d'expérience sur tous ces secteurs d'activité. Comment mesurer l'impact, comment donner un retour sur investissement, comment donner les portails de services, comment y accéder à ces types de données. Et puis derrière, on va mettre une chaîne complète qui va permettre de faire de la data qualité avec un data pipeline et jusqu'à arriver à stocker de manière cohérente et surtout la plus économique en termes de CO2 sur la partie plateforme qui va servir à stocker la donnée. C'est là où on voit que le One Hitachi est vraiment clé puisque toutes ces entités que vous voyez sont des entités Hitachi qui travaillent entre elles pour des projets communs. Donc on n'aura pas le temps de vous exposer des cas d'usage à outrance, mais vous êtes le bienvenu sur le stand pour en donner quelques cas plus particuliers sur ces sujets-là. Et là, on va passer à l'efficacité énergétique sur ces cas d'usage. Ouais, comme tu veux. Ouais, ça, on peut passer. En fait, l'idée, c'était de prendre un petit peu de distance par rapport à cette avalanche de data. On a parlé aussi ce matin de l'égalité. L'idée, peut-être aussi, on pourrait réduire. Je pense qu'on ne pourra jamais le volume de data. Il est voué à de manière pour plusieurs raisons. La première, c'est que ces data, elles ont été plus normées et donc faciles à homogénéiser. Leur coût d'acquisition, il est devenu très bas, de rien. Et donc face à ça, on a aggloméré tellement que même avec un peu d'AI demain, je pense que de toute façon, ce volume de données net pour utiliser, il va croître de manière. Et donc face à cette augmentation sur laquelle finalement on ne peut pas grand-chose, il s'agit de faire en sorte que l'empreinte environnementale de évidemment, la collecte, le traitement, le stockage puisse être la plus réduite possible, avec également des CO2 au moins c'est juste ventard rapide. EcoVadis, vous connaissez, alors désolé, je vais sortir le tour en entier. Voilà, EcoVadis, vous connaissez. Il y a différents critères. Voilà, nous, on était donc silver l'année dernière, on est passé gold, on a raté à 1 point le platinum, qui est le 1% des entreprises. Enfin, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui connaissent pas, c'est quelque chose qui est assez compliqué à atteindre en termes de rendu. Il faut en prouver de A à Z que votre chaîne est complètement clean et propre et permettre de répondre à ça. Et je vous dis qu'on en a vraiment raté d'un point. J'étais en Hollande, parce que notre site de logistique, je passerai juste après, était en Hollande, j'étais avec le patron de tout ça, qui était un peu écœuré parce que pour 1 point, c'est frustrant. Alors, c'est pas grave parce qu'on ne gagne rien. Hein, je veux dire, on gagne un logo. Mais c'est tellement dur à avoir et c'est tellement du day-to-day que globalement, l'atteinte du platinum, c'est globalement la Rolls de toute entreprise qui se dit je veux y être, quoi. Et je vais faire ce qu'il faut pour y être. Donc, je vais revenir juste après et je vais avancer un ch'touille d'un cran. En fait, c'est une histoire qui est assez intéressante parce qu'à la base, est-ce que vous considérez qu'Hitachi est un logisticien? Vous pouvez me dire non. Donc, non. Non. Mais néanmoins, on en a besoin. Comme tout, on a besoin. On a des entrepôts, hein, on a des stocks, on stocke des matériels qui viennent du Japon, qui va être redistribué sur la partie européenne. Et le vecteur le plus générateur de CO2, c'est le logistique.
Et vous savez pourquoi? Création des matériaux plastiques, par exemple, au hasard. Le premier contributeur du recyclable qui est un peu compliqué. Et éviter effectivement un ensemble de cartons qui se recyclent. Hein. Mais souvent chez les clients, les cartons, ça se met à un endroit, puis après, vous savez, quand c'est empilé à un certain moment, on dit bon, c'est bon, allez. Bah, si ça permet de faire ça, c'est exactement ce qu'on a fait. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé à ce niveau de gold. Et je croise les doigts que l'année prochaine, ce petit point qui nous manque, on le passera. Mais ça nous a permis d'avoir ça. Et aujourd'hui, on a même des sociétés qui font pas réellement de la concurrence, mais qui essayent de comprendre comment on est passé en très peu d'années de ce statut d'être logisticien générique à logisticien très, très, très durable. Très, très, très durable. Et c'est visitable, bien sûr. On vous montre comment on y est arrivé, comment on est arrivé à monter à ce niveau-là. Et je vais donner juste un simple exemple. Voilà, ça, c'est le site qui est à Petite Heure d'Amsterdam. Voilà, c'est notre centrale européenne de logistique sur la partie métier de Vantara. Et je vais cliquer dessus. On est énergie neutre. Donc en fait, de toute façon, vous voyez déjà deux choses assez facilement. Les panneaux solaires partout, partout. On récupère l'eau de pluie. C'est-à-dire que l'ensemble des toilettes sont alimentées par l'eau de pluie et non pas par de l'eau potable. Et donc avec ça, et donc on a beaucoup bien sûr de voitures électriques. Comme vous savez qu'en Hollande, la voiture électrique c'est grandement généralisé. Donc on a beaucoup de bornes qui sont alimentées par ces panneaux et non pas par l'électricité qu'on paye. En fait, on s'auto-alimente tout seul dans le fonctionnement de la logistique. Et on a alors je vais arriver dessus. Et on a un petit point important parce qu'on a une petite particularité. Vous savez qui consomme le plus de CO2 quand on fait un transport d'un logistique à un client? C'est l'outil que vous utilisez, donc le camion. Le camion, il roule au diesel pour la plupart des camions qui transportent des équipements relativement conséquents. Et qu'est-ce qui se passe quand vous mettez du matériel chez les clients? Vous avez un petit mont de charge derrière. Et pour faire ce mont de charge, il faut laisser le camion diesel alimenter. Alors ça vous fait sourire, mais c'est une réalité. Donc on a pensé à ça. Donc on a un certain nombre de camions où on a mis des panneaux solaires sur le toit du camion, qui donc va sur une batterie, qui permet, quand on décharge le véhicule, de couper le véhicule tout simplement. Et ça nous a fait une massive réduction du CO2 de manière phénoménale. Et quand les clients arrivent, effectivement, ils ne comprennent pas parce qu'ils voient tout fonctionne normalement, parce que tout est sur batterie. Et du coup, permet d'éviter effectivement d'alimenter le camion en dehors du transport. C'est pas breveté, on l'a fait parce qu'on savait le faire. Ah bon, écoutez, je vous présenterai des gens si vous voulez. Non, mais le concept n'est pas. Il y a rien de. Quand on y pense, il n'y a rien de révolutionnaire. Mais c'est pourtant assez simple, potentiellement assez simple. Donc voilà, ça nous a permis d'avoir ça et donc d'avoir cette centre, je vous dis, qui est visitable, qu'on fait visiter effectivement pour des gens qui font de la logistique, pour juste comprendre comment on a démarré et comment on est arrivé là et qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé sur cet enjeu. Il y a plein de petites choses, on ne peut pas faire de présentation que sur ce sujet. Mais ça, c'est un exemple concret de ce qu'on a pu faire. Cette fois. Ouais, alors je vais passer aussi assez vite là-dessus. Je pense qu'on a dit que ces données, de toute façon, de manière inéluctable, elles vont augmenter, que les équipements pour arriver à les traiter doivent être possible le plus neutre possible. Alors, en France, on a un cas un peu particulier compte tenu des énergies particulièrement carbonées avec le nucléaire. Pas la même chose dans le monde. Donc, quand on a rejoint Hitachi, en fait, on était un peu surpris parce qu'on a monté un peu les valeurs, etc. Et je me rappelle, les premières réunions, c'est innovation sociale. Pour moi, innovation sociale, en tout cas pour les prix japonais, c'est mettre le plus grand nombre des technologies qui permettent le plus grand nombre ces technologies doivent être au service de l'innovation et de manière générale d'arriver à avoir un traitement équitable de la croissance. Et le client, c'est pour ça qu'ils on va dire leur feuille de route. Alors, de toute façon, je disais, même en étant d'être raisonnable sur l'utilisation des données, on a une demande en électricité qui va exploser entre maintenant et 2000. Là où la particulier, c'est que elle est flat depuis moins des années et de l'air quelques années. Et malheureusement ou heureusement, le point de bascule sera peut-être justement l'arrivée massive qui vont, on va dire, venir consommer une bonne de l'énergie incrémentale qu'on va pouvoir mettre sur le réseau avec le renouvelable.
Alors cette décarbonation de l'ensemble des usages, eh bien, on le voit partout. Donc, dans l'industrie, dans les data centers, je dirais un peu après. On n'est pas trop dans la partie hydrogène, fuel, etc. Mais en tout cas, notre feuille de route, c'est d'arriver à construire des infrastructures énergétiques qui soient les plus possibles, c'est-à-dire ajouter des batteries, ajouter des électrolyseurs avec un courant de qualité, avec moins de perte et avec évidemment une énergie qui soit la moins carbonée. Voilà. Il y a une chose auquel on est extrêmement attentif aujourd'hui, c'est le triangle de Gauss, qui est une évolution récente du paradigme autour de l'énergie. Parce qu'avec l'évolution du cours des matières premières, les risques géostratégiques, l'inflation, je ne parle pas des up and down, des tarifs, mais clairement, le premier sujet, c'est un sujet de affordabilité. Il faut que le client puisse se permettre, et là, il faudrait y intégrer de puisse se permettre des que c'est vraiment un sujet aujourd'hui. On donne à nos clients des produits qui peuvent permettre. Le deuxième sujet, c'est un sujet de sécurité of supply. Et maîtriser les chaînes d'approvisionnement, maîtriser le risque cyber, et s'assurer qu'on donne à nos clients des infrastructures soit sûres, soit performantes. On est un peu loin de ce sujet data, mais en tout cas aujourd'hui, ce que disent nos clients, c'est qu'ils veulent. Et seulement si ces deux conditions sont réunies, alors on pourra les affiner sur les deux premiers par. Voilà, alors ces détails, je viens de dire, sur la supply chain, la cyber, et en tout cas, on regarde aujourd'hui, nous, où on agit sur les data centers en particulier, comme là, le cœur de nos données, c'est d'arriver à avoir des activités qui soient les plus neutres. Bien qu'on mette des data centers, des panneaux photovoltaïques sur les data centers, mais je ne suis pas sûr que ça fasse autre chose que la cabine du gardien. Mais voilà, donc, être le plus, comment dire, le plus respectueux possible de l'empreinte CO2, c'est ce que demandent nos grands clients. Donc aujourd'hui, on travaille avec AWS, avec Microsoft, avec Google. Voilà, ça fait de leur cahier de charge, ça fait des livrables qu'on arrive à leur fournir pendant beaucoup d'années. Oui, si tu veux. Non, j'avais une question sur la data, à nouveau, alors, par rapport à tout ce qu'on dit sur l'énergie, mais vous savez combien de fois est stocké une donnée dans vos infrastructures de données? Donnez un chiffre au hasard. Alors, est-ce que entre 0 et 5, 0 et 1, 5 et 10 personnes, 10 et 15? Ah, vous avez lu des dates? Il y a des non. Très bien, c'est très. Alors, il y a plusieurs raisons, bien sûr. Il y a le fait qu'on distribue la donnée assez de manière facilement, enfin de manière facile, et puis après, il y a la partie sécurité cyber-résiliente dont parlait effectivement Thierry, et puis il y a la gouvernance, qui à un moment ne vous demande pas de mettre tous vos œufs dans le panier, et donc de dupliquer la donnée. Donc l'objectif, je revenais sur la data quality, parce que c'est vraiment le fond du sujet, c'est si votre donnée est bonne, vous la stockez de manière correcte, si la donnée n'est pas bonne, vous la multipliez, et vous de manière exponentielle, fois tout ça. Donc ça, c'est un point clé. C'est juste pour donner une petite idée, parce que les métriques, c'est toujours important. Et du coup, je vais vous donner un exemple concret sur la data, sur le côté CO2. On a un client qui a été impacté par les réglementations européennes de la cybersécurité et qui, comme tout client, se dit je dois appliquer, j'applique sur des données de mauvaise qualité. Donc, il a doublé sa consommation électrique. Il avait des données qui ne servaient à rien, qui n'avaient rien à voir avec la gouvernance de la donnée. Et il s'est dit non, c'est pas possible. On ne peut pas continuer à. Parce qu'on sait que la croissance de données, même pensez à vous-même, vous stockez de plus en plus. Naturellement, mais c'est humain. Vous gardez des choses que vous pourriez ne pas garder. Juste pensez, juste à titre personnel. C'est même pas. Et donc, ça fait ce client, il nous a dit à un moment, est-ce qu'on peut analyser mon contenu de mes données et mes objectifs numéro 1, c'est réduire mon empreinte carbone. Bon, l'objectif vrai, c'était améliorer ma qualité de service. Et donc, on a appliqué un modèle de génération d'analyse de contenu de données sur différents critères, parce qu'on a des outils qui permettent de le faire.
Et donc, on a réduit l'empreinte carbone de 30% pour ce client-là, qu'on a économisé 2,5 millions d'investissements. Et donc, le client avait donc un paquet de données qui n'avaient rien à voir, mais rien à voir avec le sujet. Donc, c'est le fond du sujet. Et c'est vrai que je ne sais pas qui dans l'Assemblée, pareil, ne pas obligé de répondre, c'est des questions ouvertes, a, entre guillemets, une petite photographie de son infrastructure data, de données, la sensibilité, la criticité. Qui a mis ça en place? Pas forcément en temps réel, mais proche du temps réel. 2, bravo. Vous pouvez venir et puis vous expliquer comment vous avez fait. Non, mais pour revenir à ça, c'est que voilà, je reviens, c'est vraiment important. On est dans un monde où, comme le disait Thierry, on ne va pas arrêter d'ajouter. Donc, on sait très bien que c'est pas en mettant des quotas, hein, vous connaissez pour ceux qui font un peu de sécurité, si vous mettez des barrières, la première chose que fait un être humain, il la contourne. Prenez comme vous voulez. Hein. Je vais vous donner toujours l'exemple que tout le monde a sur la messagerie. Quand vous avez eu les quotas à l'époque, qu'est-ce que vous avez créé? Une archive non sécurisée. Hein, c'est au cas où vous auriez des doutes. Qui peut cracher? C'est du pas de bol. Donc, il faut effectivement prendre le sujet à la source. Et effectivement, d'avoir des métriques sur la bonne qualité de données, sur le pourcentage de consommation de CO2 d'une donnée par rapport à certains critères, ça peut effectivement vous permettre d'avoir des choses qui sont intéressantes. Et ça, c'est un peu ce qu'on fait tout autour de la sustainabilité de manière au niveau du groupe. Donc, avec pas mal de choses. Pour les gens qui font l'industrie 4.0, le sujet très, très, très à la mode, le digital twin. On en a parlé, tout à l'heure. Et c'est vrai que quand on modélise quelque chose, vaut mieux le modéliser dans un environnement qui n'est pas vrai. Enfin, dans le sens pas vrai, physiquement vrai. Je veux dire, on va traiter, simuler, regarder et être capable de prendre du coup des bons avis ou des bons usages par rapport à ce modèle-là. Et puis surtout ça, effectivement, alors la robotique, ça n'a pas remplacé l'être humain, mais on travaille sur des gros projets sur le secteur de la santé aussi. On est une entité qui fait que des robots chez nous, sur cette partie-là. Et puis l'axe qui est vraiment qui est un peu clé, hein, c'est cet axe-là, hein, où vraiment on met beaucoup de sujets sur là, qui vient bien sûr du Japon, pour arriver effectivement à quelque chose de plutôt bien dans votre contexte vertical. Il ne faut pas oublier, je reviens, on est un industriel, hein, on parle beaucoup de data de manière générale, mais nous on prend la data dans le côté génération de données par rapport au secteur d'activité que vous adressez. Et donc du coup, là, question pour moi. Oui, alors déjà, vous avez dit que c'était pas juste pour faire du marketing, faire du marketing, pas du bullshit, forcément. Je dis ça parce que 20 ans que et sinon, vous voyez, une question sur l'emprise au sol des data centers. On voit de plus en plus des géants monstrueux qui artificialisent des espaces. Évidemment, c'est déjà sur des friches industrielles, c'est moins important, mais est-ce que vous travaillez aussi sur l'optimisation de cette emprise au sol et sur l'impact sur tout ce qui est biodiversité et aussi sur l'eau? Parce que bon, on parlait d'électricité, mais l'eau, c'est aussi un gros enjeu en termes de durabilité. Alors, il se passe plein de choses en ce moment. On a commencé à faire des data centers sur du green. À l'époque, il n'y avait pas la loi sur l'Internet, etc. Les data centers, c'est etc. Et c'est un vrai problème. Et comme la taille des data centers sur le réseau France, le réseau kilovolt ne plus, fait l'électricité simple. Et puis le dossier est disponible, donc ça fait un brownfield sur des mais pas trop loin d'un voilà. Alors aujourd'hui, ces problématiques-là, vous avez pas dans la presse, il y a aussi fil de raccordement quelque part et ça, ces data centers, vous les mettre les bons spots pour arriver à les mettre où il y a et les fibres et le réseau ou le courant et le routier que RTE a intéressé, EDF également. En ce moment, il y a un trip qui est un peu compliqué, c'est le passage du water cooling à l'air cooling, et où un certain nombre de très gros opérateurs se posent justement la question
de modifier de manière significative le refroidissement du blade et changer de technologie. Alors, ça va dans le bon sens pour l'eau, ça va pas dans le bon sens pour le fossile. Et peut-être plus pour les puissances de refroidissement aérolique qu'il va falloir mettre en œuvre. Donc on est au milieu d'un truc à plusieurs paramètres, plusieurs contraintes qu'il va falloir gérer. Je pense que, en tout cas, la bonne idée de utiliser des qui on a arrêté, par exemple, avec un réseau électrique pas trop loin et avec possible fibre là où voilà, c'est à faire. Et c'est pas qu'il y a eu la mais la France a quelques années très urgent que l'on passe nous-mêmes dans les ministères. Je sais pas si ça répond à- Moi, j'ai une question et plutôt sur la question du data center lui-même. Quand bien même le mécénat voulait abonner à nucléaire, est-ce qu'on a un peu des rapports d'échelle entre ce qu'émet l'action par rapport à ce que va émettre le secteur du est-ce que la construction du data center est ridicule par rapport c'est ce que je serais tenté. J'ai pas de chiffres, mais enfin, bon, l'énergie elle est consommée. Alors, il n'y a pas trop de logistique autour d'un data center par les travail, mais sur un, on va dire un contrat complet sur ou un TCO ou etc. Clairement, l'usage il y a une contrainte environnementale considérable par rapport à aujourd'hui. Enfin, on est plutôt sur des, des ingénieries. On va voir water and cooling, des ingénieries qui a un effet de série relativement important des moteurs, l'usage et surtout l'AI qui, par rapport à un data center traditionnel, génère de la modulation de la charge prise sur le réseau considérable par rapport à un data center clé. C'est relativement stable. Un data center de l'IA, quand on applique fonctionner l'apprentissage, les consommations peuvent varier de 1 à 3. Et ça, pour le réseau, quand on dit sans jeu, c'est du renouvelable par-dessus, et pas sur les intermittents. Voilà, beaucoup d'avenir pour la gestion des réseaux. Je suis étonné, c'est que personne n'a parlé de liquid cooling. Parce que sur les AI, c'est quand même le sujet des nouveaux data centers tout neufs qui se construisent avec des bacs. Alors quand je dis liquide, c'est pas de l'huile. Hein. Et on s'aperçoit au bout du compte qu'il faut partir à zéro et les poids, enfin la tonne au mètre carré, bah, en fait tout le monde ne peut pas l'hériter. Parce que c'est relativement conséquent. Il y a des gens spécialisés là-dedans, mais il y en a très très peu aujourd'hui qui ont vraiment bâti leur nouveau data center à base de liquid cooling pour l'IA principalement d'ailleurs. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, France, hein, enfin, si vous ne savez pas, il y a des data centers en France qui font ce type de service-là. Pour des besoins. Ouais, non, alors, vous allez retrouver dans le HPC ce type de choses-là, hein, pour ceux qui ont visité des gros data centers HPC. Nous, on n'est pas dans ce secteur d'activité. C'est un secteur qui est à part. C'est pour ça que l'eau, oui, vous avez raison, la remarque est très bonne, parce que l'eau, c'est le prochain gros problème, entre guillemets, qu'il va falloir gérer, le réchauffement de l'eau. Mais non, on n'est pas dans celui-là. Mais oui, effectivement, vous avez ça. C'est un très gros problème sur le HPC, hein, sur ce sujet-là. C'est que là, vous avez de la déperdition, c'est pas plus rentable, mais c'est le seul moyen de refroidir. Donc, ou le liquide cooling. Encore. Une question. Aujourd'hui,
pas de data center, de salles informatiques. Pas certains systèmes évaporatifs diabète. Mais clairement, c'est pas là-dedans. On a de l'eau. Donc aujourd'hui, les nouveaux data centers se basent. Alors, quand on parle d'eau glacée, c'est un référent fermé. Quand on parle de ligne, c'est pareil. On a un système soit de soit ça peut être un système adiabatique, etc. Et dans tous les cas, la liaison finale qui va être dans les GPU et qui va refroidir les GPU, c'est pareil. Juste pour compléter sur la partie environnementale, compléter l'eau, ça ne concerne pas que les data centers. Vous avez tous entendu parler, ce gros buzz sur l'hydrogène. Le premier intrant de l'hydrogène, c'est de l'eau. Et donc là aussi, la qualité de l'eau, les innovations dans les années à venir, va réellement devenir un problème. Il faut dessaler de l'eau de mer pour générer de l'eau pour passer dans un électrolyseur. Comme vous disiez, c'est plutôt aux États-Unis qu'on va trouver ce type de procédé. Pas que. Qui est une réelle aujourd'hui qui accepterait de refroidir un. Comme vous l'avez dit, c'est plutôt pour des agglomérations petites. Que, effectivement, je parlais de liquid cooling, mais il y a une société qui s'est bâtie dessus et qui effectivement remettait, injectait entre le chaud, le chaud pour les habitations qui étaient à côté du data center, afin effectivement de faire un cycle vertueux. Mais c'est pour des petites agglomérations. Le jour où Paris. Bon, la tendance actuelle, c'est aussi augmenter les températures dans les data centers. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une température très faible, on augmente pour avoir une température qui est plus chaude et avec des équipements qui supportent. Donc on a moins de cooling, mais il faut que l'équipement résiste. Parce que quand on augmente, tout chauffe. On en revient toujours. Voilà. Il y a un apprentissage, une application de texte. Le changement est toujours compliqué. Hein. On ne passe pas d'une étape 1 à une étape 2. C'est un peu notre problème sur la durabilité. On voudrait bien passer, tourner une page. On s'engager dans une voie qui est assez complexe.
sans être aussi négatif que les journalistes de ce matin. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres remarques? C'est un échange, hein, vous avez compris, oui. Oui, alors vous avez évoqué la réinjection de la chaleur fatale dans des petites boules de chaleur urbaine. Est-ce que la géothermie peut être une piste pour refroidir les data centers? Le problème, c'est que tout ça, c'est les innovations. Le problème, c'est lequel? Que technologiquement, je dirais oui, rien n'est top. Mais à la fin, compte tenu de la taille du mot qu'on a parlé, et de quand même l'empreinte environnementale thermique, à la fin, Non, mais j'avais vu de quelques solutions qui pouvaient avoir du sens, type Celsius Énergie de Berger, vous avez étudié. Et sinon, sur la récupération de... Alors là, je parle plutôt côté énergie que data center. Est-ce que vous avez étudié la récupération du méthane fatal des décharges ISDND, par exemple, qui sont brûlées, torchées, mais qui a énormément de méthane qui est généré, qui pourrait être utilisé pour produire de l'énergie complémentaire? le data center était au pied de la torchère, pourquoi pas. Il y a des conduites existantes qui ne soient pas ça de reprimer pour ou liquéfier, pourquoi pas, mais Carnot, là, D'autres questions? Oui. Je rebondirai. dans nos usines, on a pour les transformateurs électriques, par exemple, on a aujourd'hui production, vraiment, la production, elle est usine, on est à un CO2 nul. C'est-à-dire ou bien l'usine est en renouvelable, ou bien on a été décarboné. Et lorsque ce n'est pas possible, on a pour arriver pour les usages différents. On vend encore aujourd'hui à nos clients des équipements par un gaz particulièrement isolant peut être un gaz à effet de serre totalement
considérable, etc., de très très haut. Donc, évidemment, on migre, mais le client, lui, ah bah oui, l'IA, tenu des centres fondés pour GPU, etc., etc. Et sa modulation, ça veut dire que tout est surdimensionné au niveau du poste. La preuve, on retrouve un kilovolt, dit, quoi, 225 aux États-Unis, ils veulent brancher l'éclair dessus. Que, ouais, ça les explose. Ah bah oui, oui, absolument. Ah bah il faut continuer. Alors après, ce que je veux dire, c'est que cette explosion, ce que je disais tout à l'heure, le volume des data, on peut juste s'assurer que de manière ou relative ou proportionnée, on essaye, on va dire, à la data près, d'arriver à réduire l'empreinte environnementale de la collecte, la production, le traitement, le stockage. Est-ce qu'on y arrivera? Mais en tout cas, c'est la trajectoire dans laquelle on se... Est-ce que c'est facile? Certainement pas. Mais ce qu'on essaye, c'est d'arriver à réduire cette empreinte. Ça va être impossible. Vous avez vu l'électrification des besoins, la taille des engins qu'on doit mettre pour alimenter les compteurs. On va avoir des moyens pour réduire, aussi pour éduquer nos clients, qu'ils acceptent de travailler avec des températures plus élevées, travailler autrement le cycle de vie de leur blé, etc. Voilà. Mais c'est pour ça que c'est un enjeu qui est énorme. Alors que ce matin, on nous alerte sur Chaque produit qu'on sort est pensé pour diminuer l'empreinte carbone. On recycle un maximum, on rajoute de plus en plus de technologies dans le matériel, on le fait prolonger le plus longtemps possible, même si ça peut être assez contradictoire de prolonger un équipement 10 ans. Prenez l'exemple, en 2025, vous achetez un matériel en 2015 et vous dites je veux le garder jusqu'en 2025. Technologiquement parlant, c'est un produit de conception 2015. Donc il n'est pas aux normes de 2020. Et on a des clients qui nous demandent de garder 10 ans des équipements en production data center. Et on leur dit, mais ils consomment plus que les nouveaux équipements qu'on vous met en place maintenant, qui ont une empreinte carbone divisée par 4. Sur le même rendu, sur la même efficacité ou la même performance qu'on va rendre. Donc il y a des choses assez antinomiques, mais néanmoins, nous, la conception, en tout cas de Global d'Hitachi, comme le disait Thierry, c'est de toujours penser à comment améliorer toute cette façon dont on conçoit nos produits, pour les réduire au maximum. Pas améliorer. Et là, on travaille beaucoup aussi avec la réglementation européenne. En fait, la meilleure manière aujourd'hui de réduire l'empreinte environnementale, c'est de ne pas. C'est ou bien d'arriver à augmenter la durée de vie en empreinte charge,
éviter de consommer des nouvelles matières premières, construire des nouveaux équipements pour faire des installations plus grosses. Donc c'est du reuse, c'est de l'upgrade, de l'upcycle, c'est tout ça. Et disait madame, on a un peu de mal à faire passer l'idée à nos clients. On a un peu de mal. Et néanmoins, la première manière d'économiser de la matière, c'est d'utiliser le produit plus longtemps. Alors oui, on sera à 99,5% de 99,7 ou 8, finalement c'est 0,2, 0,2%. Si on regarde la part en matière, pour le design, les ingénieurs doivent retravailler sur la pièce de champ, sur la formation de maintien, pour plusieurs modèles. Challenge et tant qu'il n'y a pas de valorisation de la tonne de CO2, on n'y arrivera pas. C'est néanmoins une balance qui est mise en place par les clients. Ce que vous dites, ce qui se passe actuellement, on est dans ce cycle-là. De dire j'achète mon équipement non plus pour 5 ans, mais pour plus de 5 ans. Et je vous dis, la dernière demande, c'est 10 ans. Donc 10 ans, ce n'était pas technologique. Vous avez des générations de matériel qui n'existent plus et vous avez des nouvelles. J'avais une question dans les équipements vendus dans les détenteurs, au C2E. C'est les clients on leur une gamme quand ils récupèrent de l'argent pour pouvoir Pouvez-vous nous dire en 2 mots l'entreprise dans laquelle vous êtes ou le modalité ou... oui, vers le toi et vendre là et aujourd'hui le marché va vouloir Alors, il y a un sujet. Non, mais alors, on a une des courants des certifications. Alors, on va être obligé d'arrêter parce qu'il est écart et je sais qu'il y a une autre session pour les gens d'après. Merci en tout cas pour l'interaction. Je voulais remercier alors, pour les gens qui sont dans la salle, toute l'équipe qui a permis de travailler dessus. Merci à vous tous, merci pour l'interaction. C'est jamais assez long en fait, il faudrait avoir un peu plus de temps et ouvrir des débats. C'est un peu ce qui s'est passé là, donc un grand merci à vous. Et vous aurez normalement la présentation disponible et on en revient, n'hésitez pas à venir nous voir. On ne peut pas tout vous donner là parce qu'on n'a pas amené de papier, on n'amène rien, donc c'est de là. Mais en tout cas, on peut vous partager beaucoup de choses. Merci à vous et puis bon après-midi. Merci.